Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm en chirurgie dentaire. Vous connaissez déjà la chanson, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'immigration en Russie, mais plus particulièrement des différentes difficultés que rencontrent les étudiants étrangers ici-là. Vous savez que dès le 2 mai, les inscriptions débuteront dans 40% des universités de la Russie. Donc, je me dis que c'est le moment idéal de vous faire une vidéo qui parle des difficultés que l'on rencontre ici en fait. Avant de prendre la décision d'immigrer dans un pays, il faudrait connaître les réalités, les avantages et les inconvénients. Certes, il y a beaucoup d'avantages d'immigrer en Russie, mais il y a aussi des inconvénients en fait. Il y a aussi des difficultés que nous qui sommes déjà sur le territoire russe, on rencontre et qu'on ne dit pas forcément. Je n'ai pas envie de participer à l'échec émotionnel, financière, ou je sais même pas, d'un quelconque individu, raison pour laquelle je fais cette vidéo. Vous êtes libre de venir en Russie si la Russie est un pays qui vous intéresse, comme vous êtes libre de ne pas venir ici là. La seule chose que je fais, c'est de vous donner les réalités. Seul vous êtes maître de votre avenir en fait. Vous décidez si vous immigrez dans un pays ou alors si vous n'immigrez pas dans ce pays. En ce qui concerne les différentes difficultés que l'on rencontre ici là en tant qu'étudiant noir étranger en Russie, je vais commencer du moins important, on dira, au plus important en fait. En numéro 7, il s'agira du manque d'accompagnement et de l'isolement. Lorsque vous immigrez dans un pays comme la Russie, où vous ne connaissez pas la langue, vous n'avez pas de parents sur le territoire, ce sera vraiment compliqué pour vous de pouvoir vous indiquer, de pouvoir vous diriger, de pouvoir connaître ce qu'il faut faire, où il faut le faire. Généralement, lorsqu'on arrive dans une ville, on rencontre nos frères africains, nos devanciers, ceux-là même qui sont censés nous aider, nous présenter les endroits, qui sont censés être là avec nous durant notre première année en fait, qui sont censés nous aider avec les difficultés qu'on rencontre, mais à 40% ou même 60%, c'est toujours pas le cas en fait. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est là avant vous, vous avez besoin d'un renseignement, mais la personne est incapable de vous donner ce renseignement en fait. Vous rencontrez quelqu'un qui est là depuis, qui connaît déjà le système de l'université, mais elle ne vous donne pas les informations basiques, elle vous parle plutôt d'autres choses. Elle va vous parler de football, elle va vous parler d'alcool, elle vous parlera de tout, sauf de ce qui concerne l'université, sauf des bases, sauf des principes, alors que lorsque vous arrivez dans une université, lorsque vous arrivez dans une ville, normalement on est censé vous dire que ici, là, dans cette université, si tu manques les cours, si tu ne valides pas les examens, tu seras renvoyé. Les anciens sont censés vous énumérer les différentes lignes rouges pour que vous ne puissiez pas être exclu, pour que votre adaptation se passe plus facilement. Mais ce qu'on observe généralement, c'est que lorsque tu as déjà traversé la ligne rouge, c'est à ce moment qu'on te dit pourquoi tu as fait ça. Si tu fais ça, tu seras exclu. Si tu fais ça, tu seras ceci. Si tu fais ça, ce sera comme ça. Alors que vous, en tant qu'ancien, vous êtes censé dire à ces personnes-là que ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais ça, fais ça. Généralement, c'est pas comme ça en fait. Il te dira lorsque tu as pris l'avion seul, tu n'as pas pris l'avion avec moi. Donc, c'est un peu ce qu'on peut rencontrer comme manque d'accompagnement. Maintenant, ce qui concerne l'isolement, vraiment, comme je vous dis, ici, là, l'étranger, c'est vraiment l'étranger. Quelqu'un t'emmène quelque part une seule fois. Demande encore à cette personne de te ramener la deuxième fois, te dira, mais oh, on allait là-bas, on a pris le bus là-bas, tu n'as pas vu. Donc, les petits trucs comme ça qui peuvent vous frustrer. Déjà, vous arrivez dans un nouveau pays, vous ne connaissez pas la langue, vous êtes dépaysé, vous trouvez vos frères qui sont déjà là, qui sont déjà installés, qui connaissent déjà bien la langue russe, alors qu'ils vous aident, alors qu'ils vous attrapent la main. Elles seront les personnes, entre guillemets, qui vont vous mettre dans le mortier et vous piler en fait. De sorte que lorsque vous rentrez à l'auberge, vous allez pleurer, regretter la raison pour laquelle vous êtes arrivé ici là. En numéro 6, il s'agira de la langue. Si les personnes qui parlent français, qui immigrent dans les pays francophones, vous disent que c'est difficile avec la langue, c'est difficile avec l'accent, c'est difficile avec la manière de prononcer les mots, l'intégration est difficile, sachez que nous qui sommes dans les pays comme la Russie, la Turquie, la Chine, on souffre 10 fois plus que vous avec la langue. C'est absolument pas facile. Ça fait 3 ans que je suis ici en Russie et je ne peux pas lever ma main et dire que je parle correctement le russe. Ça, c'est vraiment, c'est faux en fait. C'est vraiment faux. Si je lève ma main et dis qu'en 3 ans ici, là, ça, le russe ne peut pas me dépasser. C'est que je suis une grosse menteuse. Vraiment, le russe, c'est pas l'ami de quelqu'un. Le russe, c'est pas comme l'anglais. La langue russe est vraiment compliquée. Pratiquer la langue, c'est vrai qu'il y a la patte fac. Mais lorsque vous allez sortir de la patte fac là, vous n'allez pas déjà bien pouvoir vous exprimer, bien pouvoir parler le russe, avoir une conversation fluide, pas de problème. Ce sera vraiment compliqué. Pire encore lors des cours, lors des lectures.
pire encore lors des examens en fait, parce que le professeur va pouvoir peut-être te demander de renchérir sur la réponse que tu as eu à donner, mais avant de renchérir, il faudra déjà comprendre la question du professeur. Si le professeur te dit renchérir ta réponse, tu ne sais même pas que le professeur t'a demandé de renchérir, donc parfois tu es là, tu regardes le professeur, tu te mets à lire ch'to. Donc ça fait en sorte que même en ce qui concerne l'apprentissage, tu n'arrives pas à bien apprendre, parce que lorsque tu as une lecture de par exemple 25 pages, 50 pages, 60 pages, qui est en français, c'est fatigant de devoir lire, mais bon, ça va encore. Mais lorsque tu as une lecture de 25 pages en langue russe, je te dis que dans les premières lignes, tu commences à dormir. C'est fatigant de tout le temps copier, traduire, machin. Tu apprends tellement de nouveaux mots. Tout est mélangé. Et il y a tellement de mots qui se ressemblent ici, là. Vraiment, parfois, je dis, je n'en peux plus. L'adaptation ici, là, l'intégration, c'est vraiment compliqué. C'est 1000 fois plus compliqué que quelqu'un qui est allé dans un pays francophone qui parle déjà le français à la base. Vous qui venez ici, là, vous devez savoir que la langue russe, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Donc, si vous n'avez pas la patience, si vous n'avez pas l'amour d'apprendre, ce sera très compliqué pour vous. Il y a des gens ici, là, qui ont fini le cycle de licence, qui ont fini le cycle de master, mais même malgré ça, ils ne s'expriment pas correctement en langue russe, en fait. Il y a même des gens qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez les écouter lorsqu'ils vont vous dire, bon, aujourd'hui, je vais dire 3 ou 4 mots en langue russe. Vous allez sentir que c'est pas ça, même si la personne dit juste 3 ou 4 mots, l'accent, ça ne va pas, la prononciation des mots, ça ne va pas. Donc, vous savez déjà au travers de la prononciation des mots de cette personne-là qu'elle ne s'exprime pas bien en langue russe, que c'est vraiment le chaos, c'est la panique totale. Soyez prêts à faire des compromis, mais sachez qu'au fil du temps, ça finira par s'améliorer. En numéro 5, il s'agira de se faire des amis russes. Lorsque moi-même j'étais au pays, je disais que lorsque je vais arriver, 3 ou 4 mois après mon intégration, je vais commencer à avoir des amis, j'aurai 4 amis, j'aurai 5 amis. Bref, j'aurai beaucoup d'amis, on fera des sorties ensemble, etc., etc. Voilà 3 ans plus tard, me voilà même un seul ami, je n'en ai pas. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que je pense qu'elle est russe et moi, nous deux, on ne peut pas, ça ne peut rien donner de bon. Après, je dirais que les Russes, ce sont des personnes qui sont curieux en fait. Ils sont plus curieux que amicales. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Lorsque moi, par exemple, j'ai commencé les cours, mon premier cours, je l'ai déjà dit, c'était une lecture. À la fin de la lecture, on a fait la connaissance et tout, comment ça va et tout, tu viens de quel pays, la culture et tout, tu parles quelle langue et tout et tout. Donc, moi, le premier jour de cours, je me disais que c'est bon, j'ai déjà beaucoup d'amis et tout. J'ai 4 ou 5 filles russes qui m'ont adressé la parole. Et j'ai 2 garçons qui se sont approchés de moi, qui voulaient connaître quelle langue je parlais, d'où je venais et tout. Donc, pour moi, c'était déjà mes amis. Ah! C'était mal connaître les Russes. Aujourd'hui, là seulement, la personne te parle. En fait, ami. L'autre lundi, si même bonjour, l'une d'entre elles m'a dit, je ne sais pas où. Ou elles ont peut-être fait les études là-bas, n'ont pas eu la moyenne. Le professeur a dit que c'est à cause de moi, je ne sais pas. Je ne suis pas en train de dire que l'amitié n'existe pas entre les Africains et les Russes. Je dis juste que c'est compliqué. Je connais des gens ici là qui ont eu la licence, qui ont eu le master, mais qui n'ont pas d'amis russes. Attention, les gens vont vous mentir là sur les réseaux sociaux que voici mon ami, c'est un russe. Avoir la peau blanche ne veut pas dire que vous êtes russe. Nous qui sommes déjà ici là, il suffit de voir, on dira oui, toi tu es russe. Mais il y a beaucoup là, les gens qui viennent des temps, les cheveux noirs. Il y a tellement beaucoup de communautés ici en Russie que tout le monde est mélangé. Mais l'amitié entre les Russes et les Africains, elle existe, sauf que c'est vraiment compliqué. Après, on est plus bonne connaissance qu'amis parce qu'il y a une différence entre les deux. Jamais vous n'allez me voir, je sais pas, au restaurant avec une Russe, au KFC, au McDo, en train de manger avec une Russe, là, expliquer les problèmes de ma famille. Elle m'expliquait ses problèmes. Mais en ce qui concerne par exemple les cours, si j'ai besoin d'un file, si j'ai besoin de connaître quel thème on va faire la séance prochaine, si j'ai pas entendu ce que le professeur a dit, à ce moment-là, je peux écrire dans le groupe ou je peux aller en inbox de quelqu'un, écrire. Si je n'ai peut-être pas filmé un macro préparate ou un micro préparate, je peux écrire à quelqu'un que voilà, envoie-moi ça. Comme si quelqu'un veut savoir peut-être si on a fait quelque chose, la personne n'est pas venue, la personne peut décider d'écrire à son frère russe ou de m'écrire. Nous sommes des bonnes connaissances, mais de là à dire que c'est mon ami, non, j'ai pas d'amis russes. Et l'amitié entre les Africains et les Russes, elle est très compliquée. Pour les garçons, ça va encore. Les garçons entre eux-mêmes, ça va. Ils vont dans les boîtes, voilà. Ils sont amis et tout. Mais pour amitié fille-fille, c'est très compliqué. Donc ne vous dites pas que lorsque vous allez arriver, vous allez vous faire 100 amis russes, 200 amis russes. La probabilité que vous ayez des amis russes est de, je sais même pas, j'ai envie de dire 30%. 30% en fait. C'est un peu ça.
En numéro 4, il s'agira de l'intégration dans les salles de classe en fait. Je vous ai dit qu'ici dans mon université, on ne nous mélange pas, on ne mélange pas les Russes et les Africains. C'est pour la meilleure compréhension. Nous sommes très lents à cause de la langue en fait. La langue est un frein pour nous, ça nous ralentit vraiment, raison pour laquelle on ne nous mélange pas. Je ne pense pas que PERM soit la seule université qui ne mélange pas les Russes et les Africains. En deuxième année, en pâte anatomie, on a décidé de nous mélanger. Donc oui, sachez qu'en ce moment-là, je fais pâte anatomie avec les Russes. Hey. En première année, ma vie était vraiment belle. Tout allait bien pour moi. Mais en deuxième année, lorsque j'ai commencé les cours, j'ai vu qu'on était mélangé avec les Russes. Je me suis dit, bon, on va encore faire comment? Je fais cours. Je vous jure que vraiment, tu es là dans la salle de classe. Le cours dure 1h30 ou 2h. Si tu as même dit un mot, si on a même entendu ta voix, si on entend même un son de ta voix, à part lorsque tu réponds à l'appel, c'est tout. Donc, durant 1h30 ou 2h, le professeur et ses élèves, parce que parfois je m'exclus, ils sont en train de parler, ils échangent sur le cours, quelle est la définition du terme, classification, straénie et les trucs comme ça là. Donc, moi, je suis seulement comme ça là, je dis comme papa, termino, on va quitter ici là, je vais partir. Par rapport à lorsqu'on fait cours entre nous-mêmes étrangers et le professeur, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, le professeur nous pose. Bon, c'est vrai qu'il n'y a que nous sommes à 3, donc forcément, il attend des réponses venant de nous. Mais j'ai l'impression que l'apprentissage est plus présent lorsqu'on ne fait que cours entre nous étrangers par rapport à lorsqu'il y a des Russes. Déjà, la langue, c'est pas ça. C'est pas comme si je faisais des cours avec des Français où je pourrais m'exprimer en français en fait. Durant les cours, le professeur fait les blagues. Seulement eux là, ils rient. Moi aussi seulement là. J'écris. Quand il dit écrivez, j'écris. Là encore même. Là où ça ne va même pas. Le temps que je commence à écrire, ça start is. Ils sont déjà à Polos. Je dis que papa, à ce moment-là, je ne gère même plus. Où c'est quoi. Pour moi, je prends le plus important. Si on donne le diamètre, j'écris le diamètre. Si on donne la couleur, j'écris la couleur. Je ne cherche même plus à comprendre que oh, le professeur a dit quoi. Non. Je cherche à connaître le diamètre, la couleur, la composition. C'est tout. Je retiens que ça. Tout ce qu'ils vont encore raconter en bas là, je ne peux pas. Je ne peux pas suivre au même niveau. Même parfois, les Russes, ils ne suivent pas. Et pendant la pause qui est de parfois 5 à 10 minutes, il peut prendre le cahier de son frère. Qu'est-ce que je dis? Il peut prendre le cahier de son ami et recopier. Moi, identité remarquable, je vais prendre le cahier de qui pour recopier? Je vais d'abord voir quoi. Donc, en ce qui concerne l'intégration dans les salles de classe, c'est un peu ça en fait. Le fait de pouvoir avoir une connexion avec les Russes, pouvoir échanger avec le professeur, pouvoir rire aux blagues que fait le professeur. Parfois, tu ne comprends même pas la blague. Avant de pouvoir même rire, il faudrait déjà comprendre ce que le professeur dit. Et puis, il y a aussi le problème de la culture. Ce qui fait rire les Russes ne te fait pas, toi, forcément rire. Donc, parfois, tu es seulement là, tu dis, ah, en tout cas, que le cours termine. Hormis ça, en ce qui concerne l'intégration dans les salles de classe, et il s'agira des groupes de travail. Est-ce qu'on vous a demandé de former des groupes de travail et tu es resté le seul individu comme ça que le seul individu que personne ne voulait? Et à ce moment-là, tu vas te cacher sous la table. Sous la table. Je pense que c'était en microbiologie. Cette matière aussi, on l'a fait avec les Russes. Il y a certaines matières qu'on fait avec les Russes, il y a d'autres matières qu'on ne fait pas avec les Russes. Pâte anatomie, on fait ça avec les Russes en ce moment présentement. Microbiologie, au premier semestre, on l'a fait avec les Russes, mais au deuxième semestre, on les fait sans les Russes en fait. Donc, au premier semestre, en fin d'année, la dame m'a demandé de faire des groupes de 4 personnes, maximum 4 personnes, minimum 3 personnes, pour pouvoir faire des présentations. Entre eux, ils ont commencé à dire, oh, Tania, tu es avec moi, Dasha, tu es avec moi, Macha est avec X, Victor est avec machin, André est avec lui. Je suis seulement restée là. Mes amis, il y a un Marocain et un Soudanais. Un garçon là-bas, ils se sont gérés. Je vous ai dit que amitié, garçon, ça va encore. Maintenant, j'étais maintenant là. Il y avait une fille là, elle n'avait personne. Plus moi, ça fait 2. Mais c'est même pas quand c'était ami que toi et moi. Je pense que même elle encore, elle cherchait à intégrer un groupe. Elle cherchait qui n'est pas encore avec qui. Donc elle m'aimait pas encore. Et je n'étais même pas dans son collimateur. Quand le professeur demande de donner les noms de groupes, qui forment le groupe, qui est le chef de groupe, comment ça va se passer, tout moi je suis seulement restée là. Quand il donne les thèmes en fait, en fonction de tel groupe, il dit bon, voici vos thèmes, vous voici vos thèmes, vous voici vos thèmes. Quand le professeur finit de faire et tout, le professeur se rend compte que je suis seule et il y a un groupe là où il y a 5 filles. La fille qui était avec moi, elle allait intégrer un autre groupe. Il me dit, ah, est-ce que tu veux faire la présentation seule? J'ai dit oui. Il dit non, en tout cas, papa, faut donner, je vais faire seule. Après, il a voulu me donner. Après, il a dit non. Il a enlevé la 5e fille. Il a pris 2 autres filles. On a formé un groupe. Je vous jure que j'étais tellement énervée. J'étais là-bas énervée parce que je me suis sentie comme
la rajouter d'un groupe. De plus, les autres voulaient forcément être avec leur connaissance en fait. Lorsqu'on décide de former un groupe, on forme le groupe avec la personne que tu sais qu'elle est capable de travailler, elle va travailler. Si on dit par exemple, fais l'introduction, elle fera l'introduction, elle peut bien présenter, elle peut bien faire la conclusion, elle peut répondre aux questions. C'est pas quelqu'un qui ne viendra peut-être pas, je sais pas, durant les répétitions, quelqu'un qui ne va rien fournir en fait. Donc, c'est un peu ça. Je comprenais aussi les filles que, entre elles, amies, elles veulent déjà former des groupes, elles savent où elles vont se retrouver pour pouvoir travailler. Les gens ne vivent pas dans le même foyer, donc ce serait un peu compliqué pour nous. Donc, au final, je reçois un message en soirée me disant que voilà, capture d'écran directement, m'envoie ce que je vais lire en fait. Donc, quand je dis ah ça, il n'y a pas de problème. Oh. C'est-à-dire que dans le travail, là, si j'avais même envoyé une information, elles ont tout fait. Elles m'ont seulement envoyé ma partie. J'étais au milieu. Est-ce que je dois vous raconter comment s'est passée la présentation? Si vous voulez savoir comment s'est passée la présentation, dites-le moi en commentaire, comme ça je vous dirai comment est-ce que j'ai humilié les Russes, comment est-ce que j'ai fait honte à la communauté noire en Russie. Donc vraiment, si vous voulez savoir, dites en commentaire. Mais sachez juste que je n'ai fourni aucun effort en fait. Peut-être 3 ou 4 jours plus tard, j'ai simplement reçu ma partie, j'ai recopié, après je suis allée faire le bar. C'est-à-dire que on a tout fait, on m'a donné, même aller lire. Hey. Bref, laissez-moi tranquille. En numéro 3, il s'agira du climat. Vous savez que vous venez en Russie. Lorsqu'on est au pays, on rêve tous de la neige. On rêve de la neige. Vraiment, la neige, mon combat. Tellement, on a vu la neige dans les séries, dans les films, dans les feuilletons. Les films de Noël, là, vraiment, on n'en pouvait plus. On rêve tous de la neige au pays. On rêve des grands bâtiments. On rêve de l'Europe. On rêve du voyage, l'avion, etc., etc. Mais sachez que lorsque vous allez venir ici en Russie, durant vos premiers mois, vous allez aimer la neige, vous allez écrire le nom de vos parents et tout, et tout, et tout. Un an plus tard, vous allez dire que oh, si je savais. Ce qui m'énerve en Russie, c'est que durant 6 ou 7 mois, vous portez que les manteaux, les collants. Tu mets d'abord le collant, tu mets le pantalon, tu mets le débardeur, tu mets le haut, tu mets, je sais même pas, le petit pull, après tu mets le manteau. Donc la fraîcheur de la Russie, si c'était encore une fraîcheur séduisante, ça peut aller. Mais vraiment, cette fraîcheur-là, oh, c'est une fraîcheur assassinante, assassinante. Elle est vraiment dangereuse. Lorsque vous arrivez dans les moins 25, moins 30, oh mon Dieu, tu veux pleurer en fait. Tu as mal aux mains. Si tu n'as pas les gants, si tu n'as pas le bonnet, si tu n'as pas, tu risques de faire une crise en fait. Donc vraiment, c'est compliqué. Moi, en hiver, parfois, il m'arrive d'avoir mal aux cuisses. Parfois, il m'arrive de ne plus ressentir mes orteils. Des trucs comme ça en fait. Tellement, je suis obligée de vite marcher pour arriver à l'auberge ou alors pour arriver dans un magasin ou même pour prendre le bus pour que je puisse décongeler, si je peux le dire ainsi, parce que j'ai tellement froid que vraiment, c'est vraiment compliqué. En numéro 2, il s'agira de la difficulté des jobs étudiants en fait. Vraiment, moi, j'ai ma propre définition de ce qu'on appelle job étudiant. Pas juste job, job étudiant. J'ai ma propre définition de ça. Et parfois, il arrive que je me pose la question que, est-ce qu'ici, là, il y a vraiment les jobs étudiants en fait? Parce que le fait de partir à Ozone à 8 h, revenir à 20 h, je n'appelle pas ça job étudiant. Vraiment, moi, je n'entends pas ça job étudiant. Et c'est le seul travail qui est vraiment rentable. C'est le seul travail qui donne beaucoup d'argent. En fait, tu peux te faire 25 000 francs CFA le jour, 30 000 francs CFA le jour, 20 000 francs CFA le jour, 15 000 francs CFA le jour. Donc, pour moi, 8 h à 20 h, pour moi, c'est pas une job étudiant en fait. Je n'entends pas ça job étudiant. Pour moi, ça ne passe pas en fait. Donc parfois je m'assois et je me dis, est-ce qu'il y a vraiment des jobs étudiants en Russie? Vraiment, est-ce qu'il y a vraiment des jobs étudiants ici en Russie? Parce que j'ai fait la poissonnerie. J'ai travaillé à la poissonnerie. Vraiment pour ça, je peux dire que oui, c'est un job étudiant. Parce que c'était cette 12 heures de travail. Moi, je n'entends pas ça par job étudiant en fait. Je n'entends même pas un peu ça par job étudiant. Pour moi, c'est trop. C'est vraiment, c'est tellement trop. Hormis même les heures, la difficulté des jobs étudiants, seules les personnes qui ont déjà travaillé dans les chantiers, des personnes qui ont déjà travaillé à Ozone, des personnes qui ont déjà travaillé dans les trucs comme Magnib et Rochka, ou les personnes qui ont déjà travaillé dans les KFC pour faire le nettoyage, ou bien dans les restaurants pour laver les assiettes là. Seules ces personnes-là peuvent comprendre lorsqu'on parle de difficulté, lorsqu'on dit que c'est dur, que le job est vraiment dur. Tu pars, tu ressors de là-bas, tout ton corps te fait mal, tout, même les yeux te font mal. Lorsque tu arrives, tu dors, tu te réveilles que le lendemain.
Le lendemain, aux environs de 16h, 15h. Parce que tu es tellement épuisé. Tu en as tellement marre. C'est compliqué. C'est dur. C'est dur. La Russie, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les bébés. C'est pas pour les gens qui n'ont jamais travaillé, qui veulent travailler. Non, c'est pour les gens qui travaillaient déjà au pays, qui ont déjà travaillé au pays, ce qu'on appelle travail, et qui vont simplement venir continuer en fait. Nous qui n'avons jamais travaillé là, c'est vraiment... C'est pénible en fait. À un moment donné, tu es obligé de dire que bon, je ne vais pas là-bas, c'est trop compliqué. Tu cherches là où on va te payer. Même si c'est 10 000 francs CFA le jour, tu prendras, mais tu cherches juste un travail où ça va en fait. Ça va. Parce que moi là, aux zones, vraiment, c'est un endroit où je n'irai plus là-bas. Ils nous ont déjà appelés, rappelés. Quand on a pris notre paye là, on a dit que c'est bon, restez avec votre argent. Tu prends le colis, tu soulèves, tu mets comme ça, tu fais un pip, tu prends le colis, machin. Non. Vraiment, c'était tellement l'enfer. C'était compliqué, c'était dur. J'ai vraiment éprouvé, je sais pas, une difficulté que je n'avais jamais rencontrée dans ma vie en ce qui concerne les jobs étudiants là-bas aux zones que je me suis dit, mieux je mange l'horrible en fait. Que la personne qui va venir dire, oh elle est feignante, oh machin, elle raconte la crasse et tout. Tant mieux pour vous. Mais c'était tellement éprouvant pour moi que j'ai dit que je ne retourne plus. Que je reste affamée, que je meure. Là, il n'y a pas de problème. Mais mieux, je garde la santé. Au lieu d'aller travailler aux zones pour des petits 2000, 3000 euros. J'ai pas envie de mourir. Et en numéro 1, qui est pour moi la plus grande difficulté qu'on rencontre ici, là, c'est la pression académique. Vraiment, certaines universités de la Russie, parfois j'ai l'impression qu'elles ont oublié ce que c'est qu'un étudiant, en fait, la définition d'un étudiant, les différentes situations que les étudiants peuvent rencontrer ici là. Par exemple, ici là, il y a certaines universités où si tu dois payer la deuxième tranche de la scolarité en mai, si tu ne payes pas en mai et que tu payes par exemple en juin, juillet, elles vont ajouter des intérêts en fait. Une fois que tu ne payes pas la date exacte, on va t'ajouter un petit montant. Il y a d'autres universités, si tu devais payer en mai, que tu n'as pas payé, mais, dès que mai arrivé, là, on t'a déjà appelé. Passe au décanat, tu arrives. Pourquoi tu n'as pas payé la scolarité? Pourquoi l'argent arrive quand? Oh, machin. Oh, fais un contrat, fais un document qui dira quand est-ce que tu vas pouvoir payer. Non, on te laisse que 2 mois. Vous parlez de scolarité de 2 millions. Vous pensez que vous m'annoncez aujourd'hui que pourquoi est-ce que je n'ai pas payé la scolarité de 2 millions? Vous me donnez un délai de 1 mois. Genre, dans mon pays là-bas, l'argent est tellement posé. Mais je n'ai pas envie de venir vous donner quoi. L'argent est posé, mais je n'ai pas envie de venir vous donner. Tu as beau dire que non, attendez même 3 mois, attendez 4 mois, voire même attendez l'année prochaine, mes parents vont s'organiser et tout. Donne l'argent, tu connaissais les règles, tu as signé le contrat. Lorsque tu signes le contrat, est-ce qu'on refuse? Quand on ne connaissait pas le contrat. Je sais que ce genre de situation, on rencontre ça partout, que ce soit en Russie, en Chine, en France, en Amérique, peu importe, on rencontre ça partout. Mais la différence avec nous, c'est que pour les gens qui sont en France, on va t'expliquer qu'on va t'exclure en français. Et tu vas comprendre qu'on va t'exclure en français. Mais pour nous qui sommes en Russie, non seulement tu as envie de te justifier, mais tu ne sais pas comment te justifier parce qu'à ce moment-là, tu perds tout ton vocabulaire. C'est-à-dire que même les mots que tu connais déjà, les mots que tu as pour habitude d'employer avec tes connaissances ici, là, avec tes amis russes et tout. Même ces mots-là, tu les as complètement oubliés, tellement tu es stressé. On est en train de te dire en langue russe que si tu ne fais pas ça, on va t'exclure. Même ça là, tu as du mal à comprendre. On te donne même les conditions que tu dois faire pour ne pas qu'on puisse t'exclure. Même là, tu ne comprends pas. On te dit que si tu ne valides pas les matières, on va t'exclure. Même là encore, tu ne comprends pas. Parce qu'on te dit ça en langue russe. Si même tu dois te justifier en disant que voilà, je vais payer en telle période et tout, tu as même du mal à donner les justifications parce que le russe, ça ne va pas. Ce n'est l'ami de personne. Parfois, tu te retrouves devant 3 à 4 personnes qui attendent de toi que tu puisses te justifier en fait. Et c'est en fonction de la justification que quelqu'un donne qu'on pourra dire, ah ok, ton parent a rencontré tel problème, oh vraiment désolé, voilà pas. Mais quand toi tu arrives à te justifier, eux ils se disent peut-être, elle a signé le contrat, elle sait qu'elle doit payer la scolarité en mai, elle ne paie pas la scolarité. Et lorsqu'elle vient pour se justifier, la justification même on ne comprend pas, oh la personne va juste dire peut-être que l'argent n'est pas encore arrivé. Mais lorsque tu te fais convoquer par une université et que la raison que tu peux donner là-bas, c'est que tu n'as pas encore l'argent, c'est pas une raison suffisante. Moi-même, à la place de cette université, je me dirais, bon, tu as signé le contrat, tu n'es pas une enfant, tu sais que tu dois payer, mais tu n'as pas encore payé et tu dis que l'argent n'est pas encore arrivé. C'est tellement banal. Mais si c'est en français, tu pourrais expliquer, tu peux même mentir. Voilà, mon père est tombé dans le coma, il ne s'est pas encore réveillé, ma mère éprouve beaucoup de difficultés à payer la scolarité. Elle m'a dit qu'à partir du mois de machin, elle pourra payer. Là, je dis ça en français. Faut maintenant dire ça en langue russe. Dis maintenant, donc,
Comme tu n'as pas envie de te ridiculiser, comme tu n'as pas envie d'aller loin, 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 où tu sais que il n'y a pas assez de vocabulaire. Tu vas seulement dire que pour le moment, je n'ai pas encore l'argent. Et tu vas donner le mois que tu pourras payer. Mais ce n'est pas assez. Tu te trouves auprès d'une université, d'une administration qui a besoin d'une justification valable pour pouvoir te laisser fréquenter normalement. Et tu viens donner cette raison que l'argent n'est pas encore là. L'argent sera là quand? Même là. Tu ne peux pas dire la date exacte. Parce que si cette date-là arrive, que tu n'as pas encore payé, c'est pas petite commission qu'on t'a donné là. Souvent, ils peuvent même t'envoyer les lettres par mail. Ils disent que, mon Dieu, la dépression académique, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et puis, petit truc ici là, d'amour. Ah, papa, j'aime bien votre pays. Je suis venue pour venir étudier, mais ne me stressez pas. Après, les étudiants sont aussi des vrais bandits. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne parle que des difficultés qu'on rencontre, mais je ne vous dis pas ce que les étudiants font. Je ne dis pas que certains restent en train de dormir, ne vont pas à l'université. Je ne vous dis pas que parfois, il peut arriver que première année, tu n'as pas payé, deuxième année, tu n'as pas payé, tu es en troisième année. Tu ne payes pas la scolarité, mais tu apprends. Tout en sachant que les personnes qui te donnent ces cours-là, qui dispensent les cours, eux, ils ont besoin d'être payés en fait. Et ils sont payés avec, j'ai envie de dire, avec l'argent que tu donnes. Peut-être que ce n'est pas forcément avec cet argent-là, mais bon. Faut parfois bien faire les choses, surtout lorsque tu signes un contrat. On s'arrête là pour aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.